Jessie Blouin, chef de pupitre web au Verbe Média. Bonjour. Bonjour. On ne pouvait pas parler d'argent aujourd'hui sans parler d'un couple vraiment incroyable. Ils ont su élever une famille nombreuse, 10 enfants, malgré un revenu, somme toute, assez modeste. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi mis sur pied une organisation qui dure toujours 100 ans plus tard et qui compte aujourd'hui près de 8 millions de membres. De qui s'agit-il? Jessie. Alphonse Desjardins et sa douce Dorimène. Donc, ça me brise le cœur, on dirait, de les présenter en si peu de temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a une mine d'or d'informations sur eux. C'est vraiment un patrimoine du Québec, là. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer de sortir les grandes lignes. Ouais. Donc, je vais commencer rapidement par une petite chrono éclair. Je vais revenir sur plusieurs des points. Donc, pas de panique, là. Mais c'est ça. Rapidement, lui, il vient d'une famille très, très, très modeste. Lui, il est né à Lévis. Mais sa famille venait plus de la campagne. Ils se sont exilés faute de moyens. Donc, son père était journalier. Sa mère a dû être femme de ménage parce que son père ne subvenait pas aux besoins. Donc, c'était un élève quand même relativement doué, du moins très persévérant. Mais à 15 ans, il a dû quitter l'école faute de moyens. Il a dû aller travailler. Donc, on est au milieu des années 1800. Oui, lui, il est né en 1854 OK. et mort en 1920. Donc, Bon, il ça avait nous 66 situe un ans à peu près. Ouais. Donc, sa vie, après ça, se divise un peu en deux blocs de 25. OK. Les 25 premières années, il a été militaire quelques années. Bien, il y avait une petite infanterie à Lévis à l'époque, mais ça a duré seulement quelques années. Ensuite, il a été journaliste, donc pendant plusieurs années pour l'Écho de Lévis et ensuite Le Canadien. Et ça, cette époque-là de journalisme lui a ouvert les portes de la politique. Fait que, par la suite, pendant une dizaine d'années à peu près, il a été éditeur des débats parlementaires ici à Québec, puis il a été secrétaire de l'association conservatrice principale pendant 3 ans. OK. Fait que ça a été les 25 premières années. Et au moment où il a commencé à faire l'édition des débats parlementaires, en 1879, il a épousé Dorimène. Donc, avec qui il y a eu 10 enfants, comme tu l'as dit, 6 garçons, 4 filles. Malheureusement, il y en a seulement 7 qui ont atteint l'âge adulte. Fait qu'il y a eu la mortalité infantile. Et Alphonse Desjardins, bon, il y a un premier bloc de 25 ans, tu viens un peu de décrire son parcours. L'autre bloc de 25 ans, il y a eu une vie un peu plus stable, disons, en tout cas un emploi stable, Oui. mais qui était beaucoup plus loin. Oui, exactement. Là, il s'est retrouvé sténographe francophone à la Chambre des communes à Ottawa. Donc là, il s'est retrouvé 6 mois par année à Ottawa, 6 mois par année avec sa famille à Lévis. Donc ça a été pendant 25 ans. Donc pendant les sessions parlementaires, il se retrouvait à la Chambre des communes. Exactement. Donc ça, il a fait ça jusqu'à sa retraite, qui a pris 3 ans avant sa mort. Il a pris sa retraite en 1917, puis les 3 dernières années, il était à Lévis. Puis là, il avait entrepris le chantier, son dernier legs, qui est la Fédération des caisses populaires. OK. Les caisses populaires apparaissent quand dans ce parcours-là? Ils apparaissent quand même en début de parcours, alors qu'il était à Ottawa, 9 ans à peu près après. Donc, en 1901, on a la première caisse qui ouvre à Lévis. Alors, parle-nous un peu, Jessie, du contexte historique dans lequel naissent les caisses populaires Desjardins, qui ne s'appelaient pas Caisse populaire Desjardins à l'époque, qui s'appelait Caisse populaire, ouais, tout simplement. Faut bien comprendre que c'est né d'un besoin criant. Comment peut-être lui est venue l'idée d'abord à Alphonse? Oui, bien c'est ça. En réalité, on est à la période de la deuxième révolution industrielle. Donc ça, selon les historiens, c'est à peu près 1860-1950. Donc la première caisse, 1901, on est pile poil dans le milieu. Dans le milieu. Donc, et ça, cette deuxième révolution industrielle-là, elle est marquée par l'exode massif vers les villes et les États-Unis de la population agricole. Donc, il est estimé qu'à peu près 500 000 personnes, en à peu près 50 ans, ont quitté la campagne vers la ville et les États-Unis. Donc là, ça signifie une population qui était très appauvrie et à la merci des industries. Qui ne possédait plus les moyens de sa propre subsistance. Non. Donc, qui passait d'un mode de petit entrepreneur agricole à salarié face à la grande industrie dans les villes. Exactement. Okay. Donc, l'argent, les capitaux étaient concentrés dans les mains d'une petite minorité. Il y avait quelques banques qui existaient, mais les banques prêtaient uniquement aux riches.
Donc, les pauvres, c'était l'économie du bas de laine ou les usuriers pour les urgences. C'est quoi un usurier? Mais les usuriers, c'est des prêteurs personnels, mais qui prêtent de leur argent, de leur fonds, mais à des taux d'intérêt faramineux. Scandaleux. Oui. Et d'ailleurs, il y a un cas particulier qui a ému Alphonse Desjardins au point d'être la bougie d'allumage de ce mouvement-là. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant de son poste de sténographe à la Chambre des communes, c'est que pour lui, c'était un observatoire de prédilection pour toute la vie sociale et économique de ses contemporains. Tout transigeait, oui. par Ottawa. Ouais. Donc, et c'est ça, à un moment donné, il y a un député qui voulait déposer un projet de lutte contre l'usure. Et pour appuyer son projet de loi, il a cité l'exemple d'un homme qui avait été condamné par la justice à rembourser 5 000 $ d'intérêt sur un prêt initial de 150 $. On parle des années début 1900. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est la ruine de cet homme-là, de la famille. Tout ça à cause d'un taux d'intérêt complètement... Complètement ridicule. Donc, lui, c'est ça, Desjardins, il dit, mais ça n'a aucun bon sens. Il faut faire quelque chose. Fait que là, il a profité de son emploi qui lui donnait quand même... Il était assez solitaire. Je veux pas, à Ottawa, il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas les amis. Fait en dehors de son poste de sténographe, les soirs, les fins de semaine, c'était assez libre. Il allait à la bibliothèque. Il s'est transformé en rat de bibliothèque. Pendant 2 ans, il a épluché, il a correspondu avec des auteurs et tout ça pour vraiment se faire une tête, essayer de trouver une solution pour aider ses concitoyens. Au final, il s'est retrouvé à élaborer son modèle à partir de 4 modèles déjà existants, des modèles européens. Mais la particularité du sien, c'est qu'il s'est basé sur des modèles qui étaient soit de l'épargne ou soit du crédit. Mais lui, il ne voulait pas l'un ou l'autre. Il voulait les deux. C'est ça vraiment la particularité du modèle de Desjardins, c'est qu'il voulait pouvoir aider le peuple à épargner, mais à obtenir aussi du crédit. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en imaginant le modèle de la Caisse populaire qui, justement, permet aux membres à la fois de déposer leur épargne, ou ça les encourage à le faire, et d'autre part, à avoir accès à des crédits pour l'investissement ou pour du dépannage parfois aussi. Exactement. Alors, il s'inspire de ces modèles-là qu'il y a en Europe. Il fonde la première caisse en 1901 avec Dorimène. C'est quoi le rôle de son épouse dans cette entreprise? Oui, bien, Dorimène, vu qu'il voyageait 6 mois par année, bien, avant même ça, je dirais, veut pas, il a planché là-dessus pendant pratiquement 3 ans. Là. Je pense qu'elle était à l'origine même de, ne serait-ce que support moral, de soutien, d'encouragement, parce que dans un couple, quand il y en a un qui a un projet qui lui tient à cœur, si l'autre n'est pas dans le même bateau, ça avance pas. Je pense qu'elle avait vraiment un rôle de soutien et de moteur là-dedans. Puis après ça, au moment de la fondation de la Caisse, dans les premières années, c'était elle qui était la gérante. Au moins 6 mois par année. Oui, et qui faisait la comptabilité et tout ça, en plus de la famille qu'elle gérait à elle seule. Donc, elle a été vraiment un pilier fondamental. Fascinant. Oui. Un autre acteur important, tu parlais d'Alphonse Dorimène et une espèce une troisième roue du carrosse là, dans cette aventure-là. Je te laisse dévoiler de qui il s'agit. Et je nomme l'Église. Ben non. Ben oui. Incroyable. L'Église, on est dans les périodes d'obscurantisme. Pourtant, Jessie, comment l'Église pouvait être aussi à l'avant-garde? Là, Bien, il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, on est à l'époque du développement de la doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, ouais? C'est un peu tous les textes, toute la réflexion de l'Église par rapport aux questions morales et sociales. Donc, c'est vraiment comme une feuille de route qui a commencé à être déployée. C'est quelque chose que l'Église portait en elle depuis sa fondation. Déjà. C'est ça. Mais à un moment donné, il fallait aboutir à le mettre en mots. Et une dizaine d'années avant la fondation de la première caisse, a paru l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII,
Et ça, ça a marqué là, le début vraiment du développement de la Qui était à la doctrine fois une sociale de l'Église. synthèse de tout ce que l'Église portait comme enseignement politique et Ouais. social depuis des années, mais aussi une réponse à, par exemple, à la révolution industrielle, Exact. à la montée du salariat des ouvriers, à leurs revendications qui étaient légitimes là, Oui, d'avoir une meilleure mais l'Église des meilleures était conditions très, de très vie. sensible à toutes ces questions-là. Puis, il y a plusieurs membres du clergé qui ont aidé, ont soutenu, mais j'en retiens deux. Ouais. Le cardinal Bégin, qui était l'archevêque de Québec à l'époque, lui était vraiment un vrai promoteur de la Caisse populaire, même qui s'est déplacé à Lévis ouvrir son compte lui-même à la Caisse pour encourager ses ouailles aussi à faire confiance. Parce que, tu sais, on se ramène un peu à l'époque, là, confier ton argent à un étranger, là, c'est pas... Les économies durement gagnées. Oui, que ouais, tu c'est cachais ça. chez toi dans ton petit bas de laine Ouais. en dessous du matelas. C'était tout un changement de mœurs, cette perspective. Là. Donc, Tout à fait. ça prenait vraiment un coup d'envoi. Puis, Et ça prenait une espèce de caution morale, c'est-à-dire quelqu'un qui se portait garant Oui. de cette aventure-là. C'est pas pour rien, j'imagine que ce mouvement-là des caisses populaires, a trouvé en l'Église un allié de premier plan. Je pense par exemple au fait que chaque caisse était comme rattachée Oui. au clocher d'une certaine manière. Explique-nous le lien entre les deux, Oui. entre les deux institutions. Bien, c'est ça, le coopératisme fonctionne beaucoup tu sais, par la solidarité, la confiance et tout ça. Fait que lui, il s'est dit, bien, c'est quoi le lieu en lequel tout le monde a confiance? Bien, c'est la paroisse. En fond, tu sais, tout le monde, on est tous regroupés par paroisse, on se connaît et tout ça. Puis, ben, les prêtres, le clergé, ben, c'est comme un peu le noyau auquel... tu sais, Le point focal. c'est ça, ouais. tout le monde graffite autour. Donc, il s'est dit, ben, on va greffer ça sur la paroisse. Alors, il s'est promené de paroisse en paroisse, là où il y avait des demandes pour aller ouvrir des caisses. Ouais. Mais éventuellement, bon, là, tu peux en maintenir 10, 12, 15, mais là, il ne pouvait pas faire la tournée de tout le monde. Là. Fait qu'éventuellement, c'est les prêtres qui ont géré les caisses. Donc, il a fallu obtenir une dérogation de l'Église, et c'est là que le cardinal Bégin a encore un impact fort, c'est qu'il s'est rendu lui-même à Rome. Puis il a milité pour le projet de Desjardins auprès du pape Pie X, qui a été tellement emballé, qui non seulement a octroyé la dérogation, mais en plus a donné... Comment il appelait ça? Une décoration ouais, vraiment très importante, là, oui, la c'est croix ça. de Saint-Grégoire. Commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Donc, fait que c'est ça, le clergé était vraiment, vraiment emballé. Puis, il y a aussi un prêtre ami, Philibert Grondin, qui a écrit en collaboration avec lui le catéchisme de la Caisse populaire. Oui. C'est une super belle idée, je trouve, parce que il en finissait plus de répondre aux courriers, aux questions de gens qui se questionnaient sur le modèle, sur le C'est fonctionnement. une espèce de vadémécum. Ben, c'est ça, il s'est dit, mais le catéchisme qui fonctionne sous, tu sais, questions-réponses, tu sais, c'est assez schématique, Ouais. facile à apprendre. Ben, il s'est basé du modèle du catéchisme pour écrire son catéchisme de la Caisse populaire. Wow. La force de ce mouvement-là, en tout cas spécialement à ses débuts, là, c'est pas le temps ni le lieu de faire une critique de ce que c'est devenu aujourd'hui, mais dans son origine, le mouvement des caisses populaires Desjardins, c'était une affaire du peuple, c'est-à-dire populaire, ça le dit, une affaire qui était entre les mains des petits travailleurs, des gens canadiens-français essentiellement, qui n'avaient pas accès au crédit. Comment, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mouvement-là particulier des Caisses Desjardins, Jessie? Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette œuvre d'Alphonse et Dorimène? Bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect coopératif. C'est-à-dire que chacun, en apportant son petit pécule, contribue à l'enrichissement d'une communauté. Donc, c'est ça, c'est vraiment la vie communautaire, la vie coopérative qui... Dans un monde très individualiste aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup à gagner à revenir à la source, à l'origine de ça. Jessie Blouin, chef de pupitre web au Vers Média, merci infiniment pour ce portrait de l'œuvre de Desjardins. Ça fait plaisir.